Maintenant que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur La Jetée, il est temps d'aborder son remake, L'Armée des Douze Singes, réalisé par Terry Gilliam. Terence Vance Gilliam naît le 22 novembre 1940 aux États-Unis, dans le Minnesota. Élève particulièrement doué, il intègre l'Occidental College en 1958 et en sort diplômé en sciences politiques 4 ans plus tard. C'est durant ses années à l'université qu'il développe ses talents de dessinateur en créant la revue Fang, revue dont le modèle s'avère être l'une des lectures favorites et grande source d'inspiration pour le cartooniste en devenir, Mad. Mad est une revue satirique très populaire chez le jeune public, créée en 1952 par William Gaines et Harvey Kurtzman. C'est avec l'espoir de rencontrer Kurtzman et de travailler pour lui que Gilliam déménage à New York où son rêve va se réaliser. En effet, Kurtzman l'embauche, non pas à la rédaction de Mad, mais pour une nouvelle publication, le magazine Help. Véritable employé modèle, Gilliam en devient rédacteur en chef adjoint en l'espace de 3 ans. C'est durant cette période qu'il commence à s'intéresser à la photographie et tente de réaliser, sans succès, son premier court-métrage. Il fait également la rencontre d'un jeune Anglais qu'il prend en photo pour l'un de ses strips humoristiques. Vous avez tous reconnu John Cleese, que Gilliam retrouvera rapidement lorsque les deux hommes auront rendez-vous avec le succès de l'autre côté de l'Atlantique. Mais pour le moment, Gilliam est toujours à New York, où le magazine Help vient de mettre la clé sous la porte. Il part donc en Europe et découvre l'Italie, l'Allemagne et même la France, où il aura l'occasion de travailler l'espace de quelques mois pour l'immense René Goscinny et son magazine Pilote. De retour aux États-Unis, il s'installe à Los Angeles, ville dans laquelle il a passé une partie de son enfance, et devient publicitaire. Il travaille notamment pour les studios Universal, dont il réalise les affiches de films. Mais Gilliam, profondément affecté par le climat politique aux États-Unis à cette époque, garde un souvenir douloureux d'une manifestation contre le Vietnam, où les forces de l'ordre, dépassées par la situation, se montrèrent particulièrement violentes. C'est une véritable prise de conscience pour Gilliam. J'ai commencé à avoir peur de devenir un terroriste poseur de bombes à temps plein si je restais aux États-Unis. C'était le début d'une période trouble. Tous les soirs, j'étais arrêté par la police, plaqué contre le mur, ce genre de choses. J'ai soudain compris ce que c'était que d'être un gamin mexicain au noir à Los Angeles. Avant ça, je croyais savoir comment fonctionnait le monde, je croyais savoir ce qu'était la pauvreté, et soudain, tout a changé, simplement pour avoir été brutalisé par des flics. Et j'étais de plus en plus en colère, et je sentais qu'il fallait que je m'en aille. Je suis meilleur dessinateur que poseur de bombes. Il décide donc de s'expatrier en Angleterre en 1967 et obtient la nationalité britannique l'année suivante. À son arrivée à Londres, Gilliam travaille à nouveau dans le milieu de la presse, dessinant pour des journaux tels que le Sunday Times ou le Londoner, dont il tiendra un moment le poste de directeur artistique. Mais Gilliam a gardé contact avec John Cleese, qui travaille depuis quelque temps à la télévision britannique. Ce dernier le présente à plusieurs de ses contacts, et Gilliam est embauché fin 68 comme caricaturiste dans l'émission We Have Ways of Making You Laugh, puis Do Not Adjust Your Set, et de Marty Feldman's Comedy Machine, pour lesquels officie un petit groupe d'auteurs et de comédiens avec lequel il va se lier d'amitié, Graham Chapman, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones et bien sûr son ami John Cleese. Fin 69, la BBC commande aux 6 hommes une émission humoristique qui va rapidement entrer dans l'histoire de la télévision. Le Monty Python's Flying Circus est né. Ce programme d'une demi-heure était constitué de sketchs indépendants les uns des autres, mais liés par des animations déjantées conçues par Gilliam dans un style graphique unique, qui mélange animation pure et collage. Ces animations contribuent grandement à l'identité du programme. Même s'il fait quelques apparitions comme acteur durant la première saison, il reste encore dans l'ombre de son atelier de dessin. C'est à partir de la deuxième saison qu'il sera non seulement plus présent devant la caméra, mais rejoindra les 5 autres membres au générique en tant que créateur de l'émission. Il n'était en effet crédité que comme animateur jusque-là. Le succès du show est tel qu'après 4 saisons, les portes du cinéma s'ouvrent aux Monty Python. Et suite à un premier long métrage, La première folie des Monty Python, tenant lieu de best-of d'1h30, ils sortent leur second film Monty Python Sacré Graal, co-réalisé par Gilliam donc, et par l'autre Terry de la bande, Terry Jones, qui connaîtra lui aussi une carrière de cinéaste par la suite. C'est en tout cas la première incursion de Gilliam au cinéma, et il réalisera son premier film solo en 1977, Jabberwocky, inspiré de l'œuvre de Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles. C'est Michael Palin qui en tient le rôle titre. Leur collaboration ne s'arrêtera pas là puisque Gilliam le fera tourner dans plusieurs de ses films par la suite, notamment Bandit Bandit, film qu'ils écriront ensemble. Pour le film suivant des Monty Python, La vie de Brian, Gilliam cède la réalisation à Terry Jones, préférant se concentrer sur le scénario et les animations.
En découle le générique le plus déjanté de l'histoire du cinéma. Après un passage sur scène et notamment au Hollywood Bowl où la troupe rejoue ses meilleurs sketchs en live, il réalise un court-métrage qui servira d'ouverture au nouveau film des Monty Python, toujours réalisé par Terry Jones, Le sens de la vie. Le style de Gilliam s'est affirmé et il nous offre un délire visuel de 9 minutes mélangeant assurance et piraterie, deux univers finalement pas si éloignés. L'année 1985 marque un tournant dans la carrière de Gilliam. Il réalise un film d'anticipation qui va marquer le genre, au même titre que des œuvres telles que Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou 1984 de George Orwell. Ce film, c'est Brasil. Brasil marque également pour Gilliam les débuts d'une carrière de cinéaste en dents de scie, marquée par plusieurs projets avortés et des coups du sort tels qui lui vaudront le surnom de réalisateur le plus malchanceux du monde. La sortie du film aux États-Unis, qui est pourtant déjà un succès en Europe, est entachée par un conflit entre Gilliam et Universal Pictures qui refuse de laisser au réalisateur le final cut et tente d'imposer une happy end. Une bataille qui tourne en faveur de Gilliam lorsqu'il remporte le prix du meilleur film aux Los Angeles Critic Awards, forçant le studio à céder. En 1987, il réalise Le Baron de Munchausen, film devenu culte au fil de son exploitation en vidéo et à la télé, mais ayant connu une production particulièrement chaotique et un échec commercial retentissant à sa sortie. Jusqu'à Munchausen, j'avais toujours été raisonnable à propos des films de Gilliam. Il ne faut pas jouer dedans. Allez les voir par tous les moyens, mais apparaître dans l'un d'eux, c'est de la folie. Le film est sous-budgétisé par ses producteurs, et les séquences sur la Lune mettant en scène Robin Williams témoignent des restrictions budgétaires. Gilliam avait à l'origine quelque chose de bien plus impressionnant en tête et voulait plus de 2000 figurants. Il a finalement obtenu 3 planches en carton. Suite à ce film, Gilliam se fait une réputation de réalisateur incontrôlable, dont les idées extravagantes s'avèrent bien trop coûteuses à mettre en œuvre. En 1989, il tente d'adapter le roman graphique Watchmen d'Alan Moore et Mark Gibbons. Mais le projet tombe à l'eau, et après une deuxième tentative et un deuxième échec en 1996, ce sera finalement Zack Snyder qui mènera le projet à bien en 2008 dans une adaptation copier-coller du matériau de base, à l'exception d'un final remis au goût du jour. La version de Gilliam était beaucoup plus radicale, et voyait une fin où les héros parvenaient à créer une nouvelle ligne temporelle, la nôtre, défaisant ainsi tous les événements du film. Une fin que Zack Snyder qualifiera de complètement dingue. J'ai fait ce film pour le sauver de tous les Terry Gilliam du monde. Zack Snyder réalisera par la suite Le Monde de Gaoul, Sucker Punch et plus récemment Man of Steel et Batman vs Superman Dawn of Justice. Revenons-en à Terry Gilliam qui réalise en 1991 Le Roi Pêcheur. Moins fantaisiste et plus modeste que ses précédents films, il s'agit également d'une tentative de briser sa réputation de réalisateur aux ambitions hors de prix. Il réalise ensuite L'Armée des 12 singes. Mais avant de revenir plus en détail sur le film, attardons-nous sur la suite de sa carrière. Gilliam réalise en 1998 Las Vegas Parano, avec Johnny Depp et Benicio del Toro, d'après le livre de Hunter S. Thompson, écrivain et journaliste américain réputé pour ses articles engagés et subjectifs, et accessoirement sa prise de substances hallucinogènes. Le film suit ce qui va devenir un schéma récurrent dans l'œuvre de Gilliam. Accueil des critiques mitigées, peu de spectateurs dans les salles, mais une vraie reconnaissance par la suite. C'est en 2000 que Gilliam va connaître un échec entré depuis dans la légende lorsqu'il lance la production de L'homme qui tua Don Quichotte. Sa relecture de l'œuvre de Cervantes, projet qu'il élabore dans un coin de son esprit depuis de nombreuses années. Mais les adaptations de Don Quichotte semblent être marquées par une véritable malédiction. Orson Welles avait tenté de mener à bien sa version durant les 12 dernières années de sa vie, sans succès, et il semble avoir passé le relais à Gilliam. Le chemin de croix de Gilliam sera immortalisé en 2002 dans le documentaire Lost in La Mancha de Keith Fulton et Louis Pepe. Le film, qui devait marquer la rencontre entre Johnny Depp et Jean Rochefort, subit catastrophe sur catastrophe. Les studios dans lesquels une partie du tournage doit se faire sont délabrés, et le son s'y révèle catastrophique. Les décors en extérieur sont ravagés par une tempête qui endommage également une partie du matériel. Les relations entre Gilliam et Rochefort se tendent, et ce dernier, affligé d'une hernie discale, ne peut plus monter à cheval. Un comble pour son personnage de Don Quichotte. Le réalisateur malchanceux décidera de mettre un terme à la production à peine 10 jours après le début du tournage. Malgré cet échec, Gilliam est pressenti pour réaliser le premier volet de l'adaptation au cinéma d'Harry Potter. C'est J.K. Rowling, l'auteur des livres, qui avance son nom. Mais le studio Warner lui préférera finalement Chris Columbus. En 2002, il réalise 2 pubs pour Nike, Le Tournoi Secret et La Revanche, où il fait se confronter les plus grands joueurs de foot de l'époque sur fond d'Elvis Presley, le tout arbitré par un Eric Cantona en grande forme. Le spot est devenu ultra célèbre partout dans le monde. C'est en 2005 que Gilliam sort son premier film depuis Las Vegas Parano, Les Frères Grimm, qui retrace l'histoire totalement romancée des 2 célèbres conteurs, incarnés par Matt Damon et Heath Ledger. Comme souvent avec Gilliam, les salles se remplissent peu. Ce sera la même chose l'année suivante avec Tideland, sorte d'Alice au pays des merveilles sous acide, qui sera un de ses plus gros échecs.
Le film, qui aura coûté 19 millions de dollars, n'en rapporte que 500 000. L'imaginarium du Dr Parnassus enracine une bonne fois pour toutes la réputation malchanceuse de Gilliam. Heath Ledger, qui joue le rôle principal, décède d'une overdose médicamenteuse avant la fin du tournage. Le film voit tout de même le jour grâce à une pirouette scénaristique et au soutien de 3 amis d'Heath Ledger, Johnny Depp, Colin Farrell et Jude Law, qui viennent remplacer Ledger et tourner les séquences inachevées. En 2013, et après une nouvelle tentative infructueuse visant à relancer la production de son Don Quichotte, avec cette fois Robert Duvall dans le rôle titre, Gilliam sort son dernier film en date, Zéro Théorème, avec Christophe Waltz et Mélanie Thierry. Assez proche de Brésil dans sa représentation d'une société aliénante et surconsommatrice, le film est là encore un échec commercial et sera descendu par une partie de la critique. Malgré ses déconvenues cinématographiques, Gilliam connaît un succès retentissant dans un domaine qu'on lui connaît peu, l'opéra. Il est en effet invité en 2011 par l'English National Opera de Londres à mettre en scène la damnation de Faust, d'Hector Berlioz. Les critiques sont dithyrambiques et les places se vendent à guichet fermé. C'est en effet l'occasion pour le spectateur de voir la folie visuelle de Gilliam prendre vie sous leurs yeux. En 2014, Gilliam réitérera l'expérience avec une autre œuvre de Berlioz, Benvenuto Cellini, toujours avec autant de succès. La scène, Gilliam semble décidé à ne plus la quitter. 2014 marque les grandes retrouvailles des Monty Python sur scène avec le spectacle One Down, Five to Go. On pourrait traduire par Un à terre, encore 5. Le titre du spectacle fait bien sûr référence à Graham Chapman, leur camarade mort en 1989. La carrière de Terry Gilliam n'a jamais été un long fleuve tranquille. C'est peut-être le prix à payer pour pouvoir réaliser ses œuvres comme il l'entend, avec une liberté artistique totale et un profond désintérêt du consensus. Ces films montrent également un engagement social fort et une volonté de pointer les injustices. Lui qui avait renoncé pour de bon à la nationalité américaine en 2006 pour protester contre la politique de George Bush. L'avenir nous dira si on aura l'occasion de voir Don Quichotte sur grand écran. Mais à 75 ans, Terry Gilliam semble plus que jamais décidé à réaliser son rêve de toujours. Vous connaissez la chanson, on va parler du film en détail. Alors si vous ne voulez pas vous faire spoiler, il est encore possible de faire demi-tour. Mais si vous avez déjà vu notre premier épisode sur La Jetée, vous aurez sûrement une petite idée de ce qui attend Bruce Willis. Ce dernier incarne James Cole. Nous sommes en 2035 et l'humanité, ravagée par un mystérieux virus, vit ses dernières heures. Incarcéré pour d'obscures raisons, Cole fait partie des quelques hommes sélectionnés pour retourner en 1996, date à laquelle l'épidémie a éclaté, et découvrir l'origine du virus. Tous les soupçons portent sur l'armée des 12 singes, groupe d'éco-terroristes dévoués à la cause animale. Suite à une erreur, il se retrouve en 1990 et est interné dans un asile où il fait la rencontre de la psychiatre Catherine Riley, incarnée par Madeleine Stowe. Il y croise également Brad Pitt, ou plutôt Jeffrey Goins, véritablement fou lui, et fils d'un virologue réputé. Cole va alors voyager à plusieurs reprises entre passé et présent. Entraînant le docteur Riley dans son sillage, il part à la poursuite de Goins qu'il soupçonne être le leader de l'armée des 12 singes. Mais ses déplacements temporels à répétition commencent à avoir raison de lui. Cole pense que l'époque à laquelle il appartient n'est qu'une projection de son esprit. La piste de l'armée des 12 singes étant une impasse, Catherine parvient à ramener Cole à la raison et le couple décide, à quelques jours de la fin du monde, de fuir et de passer le temps qu'il leur reste sous les tropiques. À l'aéroport, les deux héros découvrent la vérité. Le Dr Peters, l'assistant de Leland Goins, s'embarque pour un voyage dont les escales correspondent à l'ordre dans lequel le virus est censé se propager à travers le monde. Cole tente d'arrêter Peters mais est abattu sous les yeux de Catherine et d'un enfant qui n'est autre que lui-même des années auparavant et qui vient ainsi d'assister à sa propre mort. C'est à Robert Kosberg, producteur de cinéma et de télévision, que l'on doit l'initiative de ce film. Grand admirateur de La Jetée, il parvient à convaincre Marker de le laisser présenter un projet de remake à Universal, qui accepte et achète les droits. Charles Roven devient alors producteur sur le film. Roven fait partie des grands pontes d'Hollywood. Il officie sur toutes les adaptations DC Comics sur grand écran depuis Batman Begins, et c'est lui qui a été la victime dans l'affaire des mises sur écoute qui a valu à John McTiernan 1 an de prison ferme. C'est à lui que revient la charge de trouver un réalisateur pour le projet. Le scénario nécessitait un metteur en scène doté d'un sens visuel aigu, une affinité profonde avec le fantastique. Terry Gilliam était à l'évidence le meilleur candidat. Gilliam, fasciné par le script, accepte le poste, mais refroidi par ses expériences passées, il exige d'obtenir le montage final. Le studio accepte à 2 conditions. Le film ne doit pas dépasser l'interdiction au moins de 13 ans et ne doit pas durer plus de 2h15. Gilliam accepte et se met à la recherche des rôles principaux. Dans un premier temps, Gilliam souhaite avoir Nick Nolte dans le rôle principal et Jeff Bridges, avec qui il venait de tourner Le Roi Pêcheur, dans le rôle de Jeffrey Goins. Suite au refus du studio, il accepte de rencontrer Bruce Willis, l'action hero par excellence à cette période. Mais Gilliam s'est également décelé chez l'acteur une grande vulnérabilité,
qui siera parfaitement au personnage de James Cole. Je ne voulais pas apporter à ce rôle des éléments de jeu de mes précédents films. Je ne voulais pas être drôle, je ne voulais pas être désinvolte. Les deux hommes veulent briser l'image de Willis et mettre à jour ses faiblesses. Je prends plus de plaisir à tenter de nouvelles expériences. Les films d'action sont pris au piège, se sont copiés tellement de fois qu'ils sont à court de méchants. Madeleine Stowe, révélée au grand public dans Le Dernier des Mohicans, et dont la performance dans Blink avait marqué Gilliam, est choisie pour interpréter l'héroïne du film. Gilliam sait qu'il a besoin d'une actrice intelligente et polyvalente pour incarner l'aspect protéiforme du personnage, et Madeleine Stowe est pour lui le choix idéal. Il reste un personnage majeur à caster, celui de Jeffrey Goins, l'éco-terroriste fou. Le studio a sous la main un jeune acteur encore peu connu mais prometteur du nom de Brad Pitt. Gilliam est réticent. Le rôle est à l'opposé de ce qu'a joué Pitt jusque-là, mais ce dernier insiste et sa volonté de changer de registre et de briser lui aussi son image finit par faire céder le réalisateur. Je suis un grand fan de Terry Gilliam depuis de nombreuses années, et ce projet est arrivé au moment parfait pour essayer quelque chose de différent de ce que j'avais pu faire auparavant. J'ai dû me vendre un peu pour avoir ce rôle, mais par chance Terry aime les choses qui ne sont pas censées coller, et cela a bien fonctionné. Brad Pitt aura été bien malgré lui une cause d'ennui pour l'équipe du film. Entre le moment où il est choisi pour interpréter Jeffrey Goins et le début du tournage, 2 de ses films sortent sur les écrans, Entretien avec un vampire et Légende d'automne. Il devient une star en l'espace de quelques mois et se retrouve harcelé par les fans et les paparazzi lors de scènes tournées en extérieur, ralentissant ainsi la production. Pour réduire le budget, Gilliam convainc non seulement Bruce Willis de baisser son cachet, mais recycle également de vieilles usines électriques et de vieilles machines industrielles afin de faire naître son univers futuriste. Le monde de 2035 est un monde en ruine, et l'évolution technologique s'est faite à base de briques et de broc. Il choisit donc de n'utiliser que des éléments des années 90 ou antérieurs. C'est finalement la vidéoball, sorte de sphère volante qui harcèle Bruce Willis lors d'un interrogatoire, qui sera l'élément du film le plus cher et le plus complexe à concevoir. Mais Gilliam veut voir son concept aboutir, et l'avenir lui donnera raison tant l'objet restera dans les mémoires. Cette scène a cependant coûté gros au studio. Pour concevoir le décor de la salle d'interrogatoire, Gilliam s'inspire d'un dessin de Lebbeus Woods, pensant lui rendre hommage. L'homme, mécontent de voir son travail exploité sans son autorisation, intente un procès à Universal juste après la sortie et exige que la scène soit coupée du montage, ce qui impliquerait de retirer le film des salles. L'affaire se réglera finalement grâce à un chèque de quelques centaines de milliers de dollars. La poisse légendaire de Gilliam pointe parfois le bout de son nez. Entre soucis techniques et contraintes de temps, le tournage est difficile, mais Gilliam fait tout pour éviter le moindre dépassement de budget, traumatisé par son expérience sur Munchausen. Une chute de cheval du réalisateur en dehors des plateaux lui vaudra un œil au beurre noir et un énorme pansement sur la pommette gauche. Les producteurs s'amuseront alors à dire que Gilliam contrôle aussi bien son film que son cheval. Les gens me demandent tout le temps « Alors, comment est Terry ? Est-ce qu'il est fou ? Parce qu'il fait des films vraiment fous. » Mais non, il ne l'est pas. Il est un conteur très talentueux, et selon moi, ce qu'il fait se rapproche plus de la peinture que de n'importe quelle autre forme d'art. C'est le plan final sur le parking de l'aéroport qui crée le plus de problèmes entre Rowan et Gilliam. Le premier veut le voir à l'écran, tandis que le second veut achever le film sur le Dr Peters dans l'avion. Gilliam a alors une idée. Il va soumettre à Rowan un mouvement de caméra complexe réalisé à partir d'une grue et montrant des centaines de voitures dans le fond, pensant décourager le producteur tant ce genre de plan s'avère coûteux. Rowan pourtant aime l'idée et demande à ce que la scène soit tournée, prenant Gilliam à son propre piège. Le montage s'avère plus difficile que prévu et va évoluer jusqu'à la fin du processus. Le film n'a pas de storyboard, et des erreurs de continuité se sont glissées ça et là, obligeant le réalisateur à retourner certaines scènes. L'intrigue complexe oblige Gilliam à réfléchir à la quantité d'informations qu'il consent à donner au spectateur, et à ce qu'il préfère laisser dans l'ombre. Au final, les projections test s'avèrent très encourageantes. Le public est captivé, et même si de nombreux spectateurs sortent de la salle particulièrement confus, Gilliam et son équipe choisissent de ne pas altérer le montage. En effet, vouloir rendre le film plus accessible à tout prix serait selon eux une erreur. L'avenir leur donnera raison. Le film est un succès critique, mais également commercial, le seul véritable dans la carrière de Gilliam. Pour un budget de 29 millions de dollars, il en rapporte pas loin de 170. L'Armée des 12 singes est présent dans toutes les cérémonies de remise de prix et gagne le Saturn Award du meilleur film de science-fiction. Gilliam, pour sa part, obtient l'Empire Award du meilleur réalisateur. La performance de Brad Pitt est particulièrement remarquée. Il est nommé aux Oscars cette année-là et remporte plusieurs prix d'interprétation. Gilliam explique le succès de son film ainsi. Bruce Willis et Brad Pitt en sont 2 éléments clés. Ce sont de grandes stars. Je pense que des films plus complexes sont recherchés par le public américain, qui est un peu las de ces formules toutes faites. Même si tout le monde ne comprend pas l'Armée des 12 singes, les spectateurs l'aiment quand même, car elle leur demande quelque chose. Une forme de participation qui ne les laisse pas complètement passifs. C'est bien que ce film ait du succès, car elle surprend tout le monde à Hollywood. Ça sème la pagaille dans l'esprit des directeurs de studio, dans leurs idées toutes faites sur les films à succès. Et peut-être que cela permettra à plus de films intéressants de se faire.
C'était la 3e partie de notre dossier Total Remake sur La Jetée et l'Armée des 12 singes. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur notre page Facebook et sur Twitter. Et si vous voulez nous soutenir dans les futurs projets, Tipeee existe aussi. Je vous dis à très vite pour la dernière partie, et je vous propose de finir comme d'habitude par un petit récapitulatif. À bientôt!